a déclaré le président de la conférence des présidents des parlements africains. Le Ghanéen Alban Soumana Kingsford Bagbin a salué la bonne organisation de ces assises et remercié le Nigeria d'avoir accepté d'abriter le secrétariat général de l'organisation dont le siège a été inauguré le 29 novembre dernier à Abuja. Rendez-vous est pris pour 2026 au Libéria. Pour joindre l'utile à l'agréable, les participants ont visité certains sites touristiques de Rabat, notamment les sites archéologiques du Shela, où se trouvent des vestiges d'une mosquée et d'une médresa, d'un village artisanal datant du XIVe siècle. Ils se sont également rendus au mausolée du roi Mohamed V, où se trouvent les tombeaux du père de l'indépendance du Maroc, décédé en 1961, du roi Hassan II, décédé en 1999, et de son fils, le prince Moulay. Et à présent, le contenu de ce communiqué. Le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'octobre 2025 en cours, une séance plénière se tiendra le mardi 16 décembre 2025 et jour suivant. Le projet d'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Adoption de procès-verbaux. 2. Délibération sur les projets de loi. 3. Examen du rapport 2024 de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH sur la situation des droits de l'homme au Mali. 4. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djeliba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Et je vous l'annonçais à l'instant, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a, au nom du Premier ministre, présidé ce matin l'ouverture des travaux du Symposium national sur l'accroissement des opportunités d'emploi au Mali. L'initiative est du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il s'agit d'engager une approche intégrée pour la gouvernance locale, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'innovation. Les experts à l'issue des travaux devront formuler des recommandations facilitant de répondre aux préoccupations de la jeunesse en matière de création de richesses et d'insertion professionnelle. Youssouf Diakité, reportage. Passer d'un entrepreneuriat de survie à un entrepreneuriat productif, véritable moteur de création d'emplois. Voilà la substance de ce symposium national sur l'accroissement des opportunités d'emploi au Mali. Une approche intégrée par la gouvernance locale, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'innovation. Le symposium est opérationnalisé avec la pleine participation du secteur privé. C'est un sujet national puisqu'il s'agit quand même de donner des opportunités à la jeunesse malienne, de donner de l'espoir. Et nous savons que c'est un grand chantier. Et quand on ramène ce chantier à des sujets plus spécifiques portant sur la gouvernance locale, sur l'insertion professionnelle, sur la formation technique, sur l'innovation, sur la capacité donc à créer ce mécanisme qui va permettre de donner un débouché à notre jeunesse. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, initiateur du projet, rassure que les recommandations issues des travaux seront opérationnalisées et constitueront une feuille de route pour le département. Je me réjouis de la mobilisation remarquable de l'ensemble des acteurs ici présents, représentants de l'État et des collectivités territoriales, secteur privé, organisations de la société civile, chercheurs, experts et partenaires au développement. Votre présence traduit une conviction partagée que l'emploi est l'un des leviers les plus déterminants pour la stabilité sociale, la cohésion nationale et la paix durable. Ces cadres stratégiques convergent vers un objectif central: faire de l'emploi décent et productif un moteur de transformation économique et sociale, en particulier pour les jeunes et les femmes qui constituent la majorité de notre population. Les travaux présidés par le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, représentant le Premier ministre, saluent la pertinence de la thématique choisie et la détermination du département de l'entrepreneuriat à répondre avec pragmatisme aux préoccupations relatives à la création de richesses. Le Symposium national pour l'accroissement des opportunités d'emploi a été mis en place
pour permettre à tous les acteurs concernés par les questions d'emploi et de formation de réfléchir aux stratégies opérationnelles à mettre en place au niveau local, régional et national dans le but d'améliorer les résultats des politiques publiques. Il s'agit notamment de la politique nationale de l'emploi, de la politique nationale de la formation professionnelle, de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat et des schémas directeurs régionaux. Le Mali est actuellement engagé dans une phase de réforme profonde, touchant à la fois les domaines institutionnels, économiques, sociaux et culturels. L'un des objectifs majeurs de ce symposium, faut-il le préciser, c'est de permettre aux experts de réfléchir sur les mécanismes de création de richesses en faveur d'une jeunesse malienne en constante croissance. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a échangé tout à l'heure avec le corps diplomatique accrédité au Mali. La rencontre s'inscrit dans le cadre des contacts réguliers instaurés désormais par le département. Les échanges ont porté sur la tenue de la 2e édition du BAMEX de l'année prochaine et l'organisation très prochaine de la Biennale artistique et culturelle à Tombouctou. Le ministre Abdoulaye Diop avait à ses côtés son collègue de la sécurité et de la protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine. Le point avec Aridou Matina. Les ambassadeurs, les consuls généraux ainsi que les représentants des organisations internationales accréditées au Mali, au département des affaires étrangères et de la coopération internationale pour le désormais cadre des contacts réguliers initié par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Accompagné par son collègue de la sécurité et de la protection civile, le ministre Diop, dans son propos linéaire, partage un certain nombre d'éléments du calendrier international du Mali avec le corps diplomatique. Cette année aussi, nous avons eu le plaisir de vous compter parmi les hôtes qui ont accompagné la tenue du Salon international de l'entrepreneuriat, le Salon international de l'artisanat siamois, toutes activités qui ont enregistré votre participation positive et massive. Nous voudrons vraiment vous remercier pour votre intérêt, pour l'accompagnement de ces événements. Dans le calendrier à venir aussi, il y a un certain nombre d'événements majeurs qui pointent à l'horizon, auxquels aussi nous souhaiterions que vous puissiez participer. D'abord, il y a le 18 décembre, s'ouvre à Tombouctou, à la Biennale. Le Salon de la Défense et de la Sécurité BAMEX 2025, organisé avec brio par les ministères en charge de la Défense et de la Sécurité, a aussi été au centre des échanges. Occasion pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile de partager avec les participants les orientations majeures pour BAMEX 2026. Lors de ce Salon BAMEX 2025, 15 exposants de renommée mondiale, la Turquie, qui était l'invité d'honneur de cette édition expérimentale, ont présenté les dernières innovations et solutions technologiques les plus avancées en matière de défense et de sécurité. Outre les 3 pays de l'AES, à travers le matériel technologique de haute qualité exposé, ont établi la preuve éloquente que les pays du Sahel, malgré les défis auxquels ils sont confrontés, disposent de compétences et de savoir-faire capables de rayonner au-delà de nos frontières. C'est au regard de tous ces résultats très probants que le gouvernement du Mali a décidé de lancer la 2e édition de BAMEX en 2026. Cette édition 2026 s'annonce encore plus ambitieuse, plus ouverte, plus innovante et plus inclusive dans un contexte mondial où les défis sécuritaires requièrent davantage de synergie et d'approche collective. Et nous apprécions beaucoup que le ministre nous appelle au ministère et là nous avons les informations à la source, les informations fiables pour ne pas être victime des informations erronées des réseaux sociaux et autres, pour nous permettre aussi de rendre compte objectivement à nos États et nos organisations. C'était une présentation de calendrier international et national de Mali pour une rétrospective pour 25 et une perspective pour 26. Et j'apprécie beaucoup cet instrument, cet échange. Initiée désormais par le département des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la séance d'échange et d'information entend contribuer à renforcer le cadre de travail des acteurs du secteur de la diplomatie.
Nous ouvrons la page AES. Le Mali s'apprête à abriter la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. C'est du 22 au 23 décembre prochain. En attendant, les hauts fonctionnaires de l'espace confédéral ont débuté ce matin leurs travaux au Centre international des conférences de Bamako. Cette réunion va statuer sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération. La session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération AES se déroule dans un contexte sous-régional se caractérisant par des défis et enjeux sécuritaires et géopolitiques majeurs. L'objectif de cette session est de favoriser l'accélération de la réalisation des grands projets et chantiers prioritaires de la Confédération. Les travaux étaient placés sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture de la réunion des experts avec Alousséni Touré. La Confédération des États du Sahel fait son chemin et se dirige probablement vers des horizons inespérés il y a seulement quelques temps. La volonté de nos trois chefs d'État et l'accompagnement des peuples du Sahel constituent dans une large mesure les principaux carburants de ce bond en avant. Depuis la première session historique du Collège des chefs d'État tenue le 6 juillet 2024 et consacrée à la création de la Confédération, le processus de construction de l'architecture confédérale n'a cessé de se renforcer. Cette dynamique s'est traduite par la mise en œuvre progressive de la feuille de route impulsée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération, et des avancées notables dans les domaines prioritaires identifiés, notamment la défense et la sécurité, la diplomatie souveraine et le développement intégré. Chaque progrès enregistré consolide nos acquis, renforce la crédibilité de notre organisation et accroît son ancrage régional et international en parfaite cohérence avec les principes de dignité, d'indépendance et de solidarité africaine. À cet égard, permettez-moi de saluer la clairvoyance, la constance et la profondeur stratégique de la vision portée par le président de la Confédération, qui a inspiré et structuré ces 18 mois de vie confédérale. Beaucoup de progrès ont été réalisés au plan diplomatique, économique et sécuritaire. Aujourd'hui, la force unifiée de l'AES est montée en puissance. Il y a une offensive diplomatique sans fulgurant portée par nos ministres des Affaires étrangères et au niveau des actions de développement, tout récemment encore, ici à Bamako, a été créée et mise en place la Banque confédérale des investissements et le développement. Autant d'actions qui font que, du fait de la vision et de l'engagement et aussi de la détermination des trois pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le président, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchadi, président de la République, chef de l'État. Cette vision, cet engagement ont permis aujourd'hui de faire de l'AES une entité géopolitique incontournable sur l'échiquier géopolitique ouest-africain et une entité incontournable à l'échelle internationale. La présidence malienne a été l'occasion pour la Confédération d'effectuer un bond qualitatif et quantitatif dans tous les domaines. La réunion des hauts fonctionnaires de l'AES va examiner le projet de rapport élaboré à cet effet, le projet de rapport issu des discussions avec la CEDEAO, le projet d'instrument juridique relatif à la poursuite de l'opérationnalisation de l'AES. Durant sa jeune expérience de vie, la Confédération des États du Sahel a su s'imposer comme une réalité géopolitique qui compte et avec laquelle il faut compter, tant au Sahel que dans la région de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique plus largement et même au-delà. La Confédération des États du Sahel a su opérer un changement de paradigme irréversible en faisant respecter les principes fondamentaux comme celui de la souveraineté de nos États, celui du respect
de nos choix stratégiques comme de nos choix de partenaires est celui du respect et de la prise en compte pleine et entière des intérêts de la population AES en toutes circonstances. Cet exercice qui se poursuit au quotidien n'est pas une tâche facile, vous le savez, car il a nécessité un changement de mentalité, particulièrement de la part de certains partenaires qui avaient trouvé un confort malsain dans la perpétuation d'un esprit et de comportement de domination et de prédation également de nos ressources. Vous avez joué une part importante dans cet effort commun qui a réussi à faire respecter progressivement notre organisation, nos pays, notre confédération du moins, nos pays et nos peuples. En effet, peu de choses auraient été possibles sans la pacification progressive et toujours en cours de l'espace AES, grâce d'abord aux actions conjointes de nos forces armées et de sécurité, y compris la mutualisation de leurs moyens, toute chose qui a permis des victoires tangibles sur le terrain contre les groupes armés terroristes soutenus par leurs sponsors étatiques étrangers. Cette volonté de défense collective atteindra bientôt un autre niveau qualitatif avec la pleine opérationnalisation de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel. Dans le même ordre d'idées, la Confédération parle désormais d'une seule voix. Mieux, elle parle de plus en plus d'une seule voix, une voix forte lors des forats internationaux, tant nous avons réussi ensemble à faire de l'harmonisation et de la coordination de nos positions. Notre action diplomatique aujourd'hui est une réalité qui se consolide de jour en jour. Il faut rappeler que les travaux des experts précèdent et préparent la session du Conseil des ministres de la Confédération. Le tout en prélude à la session ordinaire du Collège des chefs d'État qui se tiendra du 22 au 23 décembre à Bamako. Et Niamey accueille depuis ce matin un rendez-vous économique majeur pour l'avenir du Sahel. Les ministres chargés du commerce et de l'industrie accompagnés des acteurs du secteur privé de la Confédération des États du Sahel se réunissent pour réfléchir aux réformes nécessaires à l'émergence d'un espace économique souverain et intégré. Une rencontre stratégique présidée par le Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zein. Le reportage de Issa Ousmane Mahamat et Ousmane Sani Abdou. À travers cette signature de protocole d'accord entre le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zein, et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, le gouvernement du Niger renforce son soutien au monde rural. En effet, ce projet consacré au renforcement des organisations paysannes afin de développer des moyens de vie durables au Niger d'un montant d'un peu plus de 1,5 milliard de francs CFA vise à améliorer les capacités organisationnelles, techniques et économiques des producteurs ruraux, véritables acteurs de la sécurité alimentaire et du développement agricole du pays. Dans la mise en œuvre de ce projet, la FAO appuiera la Fédération mauribène pour la conduite des activités. Cette dernière mobilisera 8 unions dans les régions de Dosso et de Tillabéri afin de porter ce projet ambitieux centré sur l'autonomisation des producteurs et la création des chaînes de valeur inclusives. Pour sa part, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zein, a salué l'appui constant de la FAO au Niger et réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner les initiatives visant à moderniser l'agriculture et à améliorer les conditions de vie des communautés rurales. Je voudrais saluer l'excellente coopération qu'il y a d'abord entre la FAO et le Niger, ensuite un peu plus élargie avec le système des Nations Unies, 2 750 000 $ qui iront directement aux paysans nigériens avec 2 zones d'intervention. Par ce partenariat stratégique avec la FAO, le Niger réaffirme sa volonté de faire de l'agriculture un levier majeur de croissance et de renforcement de la souveraineté alimentaire.
Voilà toutes nos excuses pour ce programme d'aiguillage. Vous retrouverez dans nos prochaines éditions la rencontre du Premier ministre du Niger avec le ministre chargé du commerce et de l'industrie. Au Burkina, le dossier Yeyake Camille et 7 autres s'est ouvert ce matin au tribunal de grande instance Ouaga 1, un dossier aussitôt renvoyé au 23 janvier 2026. Une autre session du pôle économique et financier de la juridiction, car les conseils d'un des prévenus ont soulevé une irrégularité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et l'inconstitutionnalité d'une disposition du code de procédure pénale. Le reportage de Sekou Zongo. Le procès s'ouvre avec l'appel nominal des 8 prévenus, notamment Yeyake Camille et 7 autres, et le contrôle de présence des témoins. Place ensuite au préalable qui donne la parole au conseil des mises en cause pour les différentes observations sur le dossier. Et d'entrée de jeu, l'un des conseils de Lord Zongo Yen, ancien ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale, prend la parole et demande au tribunal le retrait pur et simple du dossier de sa cliente à cette session judiciaire. Pour lui, le dossier de la prévenue ne peut être retenu à l'ouverture de ce procès tant que la chambre de contrôle de la cour d'appel n'a pas répondu à l'interjection d'appel de sa cliente sur l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et sur l'inconstitutionnalité d'une disposition du code de procédure pénale. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance quelconque, dans une procédure pénale bien sûr, le procureur peut relever appel de cette ordonnance. La partie civile peut relever appel de cette ordonnance. La personne mise en cause peut relever appel de cette ordonnance. Mais en ce qui concerne la personne mise en cause, le code de procédure pénale a rétréci un peu l'étendue de l'appel. Elle ne peut faire appel que lorsque sa porte elle est soumise à un contrôle judiciaire. Le ministère public plaide pour le maintien du dossier Lord Zongo Yen dans ce procès connexe à celui de Hamidou Teyan, car, explique-t-il, ce procès contient des dossiers imbriqués et en retirer un viendrait à désarticuler l'ensemble de la procédure. Le tribunal observe alors cette suspension pour concertation. Près d'une heure de concertation, et le tribunal décide après consultation du ministère public du renvoi du dossier au 23 janvier 2026. À Malabo, les communautés AES des 3 pays réaffirment leur soutien aux actions des présidents de l'espace confédéral. Elles ont organisé une journée d'hommage et de reconnaissance à l'endroit des 3 présidents. Le commentaire de Kassim Diallo. Les drapeaux de l'AES, symbole de la souveraineté et la dignité retrouvée, flottent désormais partout à travers le monde. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en Guinée équatoriale a réuni Maliens, Burkinabés et Nigériens pour célébrer les chefs d'État de l'AES pour leur engagement dans la restauration de notre souveraineté. La fête de l'AES, c'est avec fierté un moment de communion, de fraternité et de partage des valeurs d'un peuple ayant un destin commun. L'ambassadeur du Mali se réjouit de cette mobilisation patriotique. Nous, on est là, on est unis comme un seul pays, l'AES, comme vous avez dit. On remercie notre ambassadeur Fidel Guerra, vraiment qui nous a donné cette énergie avec les consuls généraux de Burkina Faso qui sont réunis pour nous mobiliser la communauté malienne et les Burkinabés et des Niger pour participer comme un grand jour aujourd'hui. L'AES est debout et Dieu va sauver l'AES. C'est 3 pays qui sont unis pour travailler, pour sauver notre souveraineté. Le président du Haut Conseil des Maliens établi en Guinée équatoriale, Ali Koïta, et la diaspora de l'AES s'engagent ainsi à apporter leur pierre à la construction de l'édifice avec beaucoup de projets de développement économique dans les différents pays de l'AES.
Oui, je vous le disais tantôt, Niamey accueille depuis ce matin un rendez-vous économique majeur pour l'avenir du Sahel. Les ministres chargés du commerce et de l'industrie accompagnés des acteurs du secteur privé de la Confédération des États du Sahel se réunissent pour réfléchir aux réformes nécessaires à l'émergence d'un espace économique souverain et intégré. Une rencontre stratégique présidée par le Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances, Ali Maman Lamine Zein. Nous retrouvons nos confrères de la RTN. Depuis ce matin, Niamey abrite la 3e réunion des ministres du commerce, de l'industrie et du secteur privé de l'AES. Une rencontre stratégique placée sous le thème « Quelle réforme pour un secteur privé en harmonie avec la vision de l'AES ». Autour de la table, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. 3 pays, une même ambition. Transformer les richesses locales en levier de développement durable. Dès l'ouverture des travaux, les autorités locales donnent le ton. Le gouverneur de la région de Niamey appelle à l'unité économique et à la valorisation de la production locale, condition essentielle de la souveraineté. Le thème du jour cadre parfaitement avec les orientations stratégiques de nos 3 chefs d'État de la Confédération AES. Quelle réforme pour un secteur privé en harmonie avec la vision de l'AES? Au-delà d'une simple question, il s'agit du prolongement d'une épistémologie nouvelle, une réorientation nécessaire de nos nouvelles stratégies de développement dans un Sahel plongé dans une spirale de défis structurels. Pour le Burkina Faso, cette rencontre dépasse le cadre institutionnel. Elle marque un engagement clair à bâtir un espace économique résilient, intégré et tourné vers la transformation locale des ressources. La création de l'AES par nos 3 chefs d'État a été non seulement un acte de souveraineté, mais aussi une décision stratégique pour construire un espace économique résilient, fort, autonome, intégré et prospère, qui rompt avec les modèles de dépendance, promeut la production locale, renforce nos capacités industrielles et commerciales, accélère et renforce le bien-être de nos vaillantes populations. Même détermination du côté du Mali. Pour Bamako, la souveraineté économique passe inévitablement par la souveraineté industrielle et la mutualisation des efforts entre États membres. L'organisation réussie des rencontres Bamako 19 octobre 2024, Ouagadougou 10 avril 2025, Niamey 15 novembre 2025 témoignent la capacité des ministres en charge de l'industrie et du commerce de porter des réformes structurelles confédérales et des projets structurants dans le domaine de l'industrie, du commerce, des investissements et de la normalisation. Elle atteste aussi, si besoin en était, que la Confédération AES bouge, se développe et avance allègrement vers la souveraineté économique tant souhaitée. Moment fort de cette cérémonie, la présence et la présidence effective du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zein, un signal politique fort. Par sa stature et son discours, le Premier ministre incarne la volonté de faire du pilier économique un socle majeur de la Confédération des États du Sahel. Face aux ministres, aux diplomates et aux acteurs du secteur privé, le Premier ministre interpelle. Je voudrais lancer un défi. J'invite l'assistance ici présente à jeter un coup d'œil, chacun sur ce qu'il porte comme habit et comme chaussures, en se demandant si ces produits ont été fabriqués dans les pays de notre confédération ou importés de l'extérieur. Je pense que la réponse est claire et évidente. Nous sommes des pays importateurs nets. Au-delà des discours, cette rencontre marque une étape de bilan, mais surtout des projections. Après Bamako et Ouagadougou, Niamey confirme, se structure et consolide ses fondations économiques. Avec la création récente de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, l'AES se dote désormais d'outils concrets pour financer ses ambitions.
Retour à l'actualité nationale. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine organise à partir de demain 2 événements importants. Les concertations avec les Maliens établis à l'extérieur les 16 et 17 décembre et la journée internationale des migrants les 18 et 19 décembre prochains. Le thème national retenu pour cette édition de la journée dédiée aux migrants est migrants et promotion culturelle, la contribution des Maliens établis à l'extérieur. Pour plus de précisions sur ces 2 rendez-vous, écoutons Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, des propos recueillis par Boubacar Bablin-Touré. Le cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur est une recommandation forte des États généraux de la migration, mais aussi des Assises nationales de la refondation. Donc, à chaque fois que les Maliens de l'extérieur sont invités à participer à une activité d'envergure nationale où leur avis est demandé, ils ont chaque fois rappelé l'importance pour eux de mettre en place un cadre qui puisse leur permettre d'avoir un dialogue direct avec le gouvernement à travers le ministère des Maliens établis à l'extérieur. C'est tirant les leçons et en tenant compte de ces fortes recommandations de la diaspora que le gouvernement a adopté par décret pris en Conseil des ministres la création du cadre de concertation avec les Maliens de l'extérieur, ce CEMEX. Ce cadre vient à point nommé parce qu'il a été créé à un moment où les plus hautes autorités de notre pays, particulièrement le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a décidé de mettre la diaspora malienne au cœur des initiatives nationales. Aujourd'hui, nous préparons la première réunion du cadre de concertation avec les Maliens de l'extérieur. À cette occasion, nous avons veillé à ce que ils viennent de partout le monde, et à travers une participation active, aussi bien aux festivités qu'au débat et au dialogue qui sera instauré. Environ 1,5 milliard de francs CFA, c'est le montant qui servira à mettre en place des projets structurants dans le cadre du programme de renforcement et de résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Le budget a été validé par les membres du comité de pilotage, un exercice de routine qui leur a aussi permis d'examiner les plans de travail. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Agriculture. Le reportage de Djema Moussa Kolati. Il ressort de cette 3e session du comité de pilotage du PDPDRS que toutes les études pour la mise en œuvre du projet ont été réalisées. Les ONG de mise en œuvre du projet sont aussi recrutées pour exécuter les orientations du projet PDPDRS dans les régions de Koulikoro, Nara et Nioro. On est à un niveau très avancé, les rapports sont au niveau de la BAC pour améliorer notre futur. Nous pensons que dans les 2-3 mois à venir, ils seront opérationnels sur le terrain. Et nous devrions aussi prendre en contact avec nos partenaires sur le terrain, les 3 régions. Pour 2026, nous prévoyons commencer les travaux d'infrastructure, notamment la réalisation de 20 micro-barrages et des infrastructures diverses. Le PDPDRS a pour objectif d'accroître durablement la productivité, de renforcer les capacités adaptives des populations par une meilleure maîtrise des risques climatiques, entre autres. Les résultats atteints par le projet sont appréciés par le ministre de l'Agriculture. En effet, ce projet est d'une importance capitale pour notre pays. En témoigne l'engagement des plus hautes autorités à accompagner le projet pour répondre à l'attente des populations. C'est ainsi qu'avec réjouissance, je voudrais remercier au nom du gouvernement de la République du Mali et de celui des bénéficiaires, la Banque africaine de développement, qui ne cesse d'apporter ses appuis techniques et financiers soutenus à la réalisation des actions qui contribuent significativement au développement et à l'épanouissement de notre secteur agricole. Le budget soumis à l'appréciation des membres du comité d'orientation et de pilotage du PDPDRS est estimé à plus de 500 millions de francs CFA.
Le ministre Clément a exhorté les membres du comité de pilotage de tout mettre en œuvre pour conduire le projet à des résultats à la fois probants et satisfaisants pour le bonheur des populations bénéficiaires. À l'initiative de la coalition des organisations de la société civile de lutte contre la corruption et la pauvreté, une rencontre de 3 jours réunit les acteurs sociaux autour de Kenekanko, une plateforme de veille citoyenne et de dénonciation. Objectif, renforcer le suivi, le traitement et le rapportage des cas de corruption. Cette activité s'inscrit dans la phase 2 du projet d'appui à la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite avec l'appui financier de l'ambassade du Danemark et du Royaume des Pays-Bas et la mise en œuvre du PNUD. Le reportage de Bokari Koulibaly. La corruption, ce mal endémique de notre siècle, continue d'imposer sa loi. Elle ne se contente plus de gangréner les marges, elle s'attaque désormais au cerveau, au cœur et aux poumons de notre société, menaçant ses fondements même. Face à ces fléaux tentaculaires, la coalition des organisations de la société civile de lutte contre la corruption et la pauvreté refuse de baisser les bras. Déterminée à inverser la tendance, elle engage une riposte citoyenne à travers Kenekanko, une plateforme de veille et de dénonciation conçue pour redonner souffle à ces grands corps malades. La présente rencontre réunit ainsi les acteurs sociaux autour d'une session d'information consacrée au suivi et au traitement des cas de dénonciation. La veille citoyenne et la dénonciation des cas de corruption est un gage de plus de transparence inclusive et efficace pour la réduction durable des pratiques corruptives. Cette initiative s'inscrit dans la phase 2 du projet d'appui à la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Elle bénéficie du soutien financier de l'ambassade du Danemark et du Royaume des Pays-Bas avec une mise en œuvre assurée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La session qui nous réunit aujourd'hui vise précisément à mieux comprendre le fonctionnement des mécanismes de dénonciation, à clarifier les rôles et responsabilités de chaque catégorie d'acteurs et à renforcer la collaboration entre les structures de lutte contre la corruption, les médias, les secteurs privés et les organisations de la société civile. L'ensemble de ces acteurs joue un rôle complémentaire et indispensable dans la chaîne de l'intégrité. Pendant 3 jours, les participants seront outillés sur les mécanismes de monitoring, des rapportages des faits de corruption, l'identification des bonnes pratiques, ainsi que les défis liés au traitement et au suivi des dénonciations, autant d'armes pour renforcer la veille citoyenne et faire reculer la corruption. L'Institut pédagogique universitaire, soucieux de la performance de l'enseignement supérieur, met à la disposition des anciens chercheurs du Mali un guide dont l'objectif est de renforcer leur capacité opérationnelle. Cette initiative s'inscrit dans les réformes entreprises au niveau de cet ordre d'enseignement. La remise du guide a eu lieu à la cité universitaire de Kabbalah sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le reportage de Youssouf Diakité. Le guide pédagogique à l'usage des enseignants-chercheurs et chercheurs du Mali est officiellement remis aux institutions d'enseignement supérieur. Élaboré par l'Institut pédagogique universitaire pour un enseignement supérieur réformé qui répond aux aspirations des défis universitaires, ce guide, disent-ils, renforcera les capacités opérationnelles des enseignants-chercheurs et chercheurs du Mali. Notre pays doit s'adapter et innover. C'est dans cette dynamique que s'inscrit ce guide. Un outil structuré, contextualisé et opérationnel, pensé pour accompagner durablement nos enseignants, chercheurs et chercheurs dans l'amélioration continue de leurs pratiques pédagogiques et didactiques. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a particulièrement salué le travail abattu par les rédacteurs du guide. Ce guide constitue en effet une avancée majeure. Il répond à un besoin essentiel, celui de professionnaliser davantage le métier d'enseignant-chercheur, d'améliorer la qualité pédagogique et de garantir la pertinence des formations offertes dans nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Le contenu de l'œuvre, faut-il le préciser, répond parfaitement au slogan de l'Institut à l'UPI, enseigner au supérieur, c'est choisir sa carrière.
Ils sont au total 15 candidats venus de 9 pays africains pour prendre part à un atelier international de préparation pédagogique du concours d'agrégation du CAMES ici à Bamako, une initiative de l'Institut africain de formation en pédagogie recherchée et évaluation en sciences de la santé qui vise à avoir des élites de demain afin d'offrir des soins de qualité aux populations. Le compte-rendu de Aïssata Saliou Maïga. C'est pour mieux préparer les 15 candidats venus de 9 pays africains devant participer au concours d'agrégation du CAMES que l'Institut africain de formation en pédagogie, recherche et évaluation en sciences de la santé a initié un atelier international de préparation pédagogique des candidats aux 10 concours. L'objectif est de figurer parmi les meilleurs afin d'avoir la possibilité de former les élites de demain et offrir des soins de qualité aux populations. Chers candidats, durant ces 2 semaines, vous bénéficierez de l'encadrement des professeurs nationaux et étrangers, experts en la matière. Les travaux porteront sur l'élaboration des objectifs pédagogiques, les méthodes et des techniques d'enseignement, des méthodes et des techniques d'évaluation et les critères du CAMES. Nous associons pleinement à cette initiative, convaincus qu'elle renforcera non seulement les compétences individuelles des candidats, mais également la capacité de nos institutions à former la prochaine génération de professionnels et de chercheurs au service de nos populations. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un travail acharné, d'une passion indéfectible pour la médecine, la pharmacie, la recherche et la transmission du savoir. Vous faites déjà partie de l'élite de notre système de santé. Voyons à présent l'actualité dans nos régions. La cité du Kénédou abrite la première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Sikasso. Parmi les dossiers inscrits au rôle des cas de meurtre, assassinat et viol. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Sekou Konaté et Taïrou Konaté. 5 affaires sont inscrites au rôle de cette première audience. 1 cas d'assassinat et 4 cas de sexualité. 6 accusés. Et cette session qui prend en charge ces cas vient en remplacement de la cour d'assises conformément au nouveau code de procédure pénale. C'est le lieu de saluer l'effort et le courage du gouvernement à ce sujet, car cette innovation a plusieurs avantages. La suppression de la cour d'assises qui avait la triste célébrité d'être lente et inique, puisqu'elle ne donnait pas une seconde chance aux accusés de faire connaître leur cause en première instance par un second degré de juridiction. Les accusés n'avaient que la Cour suprême pour faire cassation. Mieux, avec cette nouvelle chambre, qui est la chambre criminelle, le justiciable a la possibilité de réformer ou d'informer son affaire. Bien mieux, les accusés qui sont inculpés en attente d'être jugés peuvent saisir la chambre criminelle d'une demande de remise en liberté. Pour le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sikasso, cette dynamique est une véritable révolution dans la distribution de la justice dans notre pays. Historiquement significative parce qu'elle marque certainement l'une des premières applications, pour ne pas dire la toute première application de certaines dispositions innovantes d'une loi indiscutablement révolutionnaire. J'ai nommé la loi numéro 2024-028 du 13 décembre 2024 portant code de procédure pénale en République du Mali. Ces chambres criminelles qui se sont substituées aux défuntes cours d'assises ont de par leur caractère permanent la tâche de juger dorénavant les affaires criminelles sans le concours des assesseurs. Et les décisions qu'elles rendent sont susceptibles d'appel. Les dossiers criminels de Sikasso, Kadiolo, Kolondiaba, Yanfolila et Kia ne seront plus entassés au niveau de la cour d'appel de Bamako en attente d'écouter session d'assises. Et pour le barreau, cette innovation majeure est à saluer. Pour le barreau, ça représente franchement une grande innovation et le rapprochement de la justice des justiciables. En réalité,
Parce que jadis, la justice était, surtout les affaires criminelles, étaient jugées jusqu'à Bamako ou suivant un point fixe que la cour d'appel aura décidé. Mais maintenant, on est sûr que tous les crimes commis à Sikasso seront jugés à Sikasso par la chambre criminelle du tribunal de grande instance. Rappelons que cette audience test dure 7 jours. La sensibilisation ayant montré ses limites, le gouvernement passe à la répression. Dans la lutte contre le dragage, des engins saisis ont été incinérés par le gouverneur de la région de Bougouni. Après l'incinération, le général Ouélé s'est rendu sur le terrain pour constater de visu les dégâts causés par ces machines. Le reportage de nos correspondants régionaux à Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Brayego. Après la phase de sensibilisation, place à la répression. Les ministères en charge des questions environnementales passent à la vitesse supérieure dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage par dragage sous toutes ses formes. C'est dans ce cadre qu'une délégation du dit ministère a effectué une mission dans la région de Bougouni. Il s'agissait de récolter et incinérer toutes les dragues et crachères qui opèrent sur les lits des fleuves dans la région de Bougouni. L'environnement subit vraiment une agression terrible aujourd'hui et il faudra y mettre fin. Et c'est pourquoi le gouvernement, ces dernières semaines, a décidé que les services techniques se mobilisent pour vraiment remédier à cette dégradation. Ces cracheurs, généralement, prennent de la boue, viennent les traiter en aspirant bien sûr l'eau des cours d'eau, avec des pompes installées bien sûr dans les cours d'eau, connectées par des tuyaux qui aspirent l'eau. Et dès qu'ils finissent les traitements, et ces déchets sont reversés dans les cours d'eau. Ce qui fait que vous constaterez souvent les changements de couleur des eaux des fleuves. Dans la commune rurale de Kola, cercle de Bougouni, les conséquences de ces pratiques malsaines sont déjà visibles. Nous savons maintenant que nous sommes dans les Malikoura. Cela fait plusieurs années que les eaux des fleuves de Bougouni sont polluées. Beaucoup de rencontres ont été tenues autour de cette problématique sans suite. Ceux-là qui font cette pratique sont aussi des terroristes. Face à la loi, c'est un crime. C'est un crime au même titre que ce que nous faisons face contre le groupe armé terroriste. Et à ce niveau, il doit être traité tel qu'il est. Donc c'est pourquoi je lance un dernier avertissement à ceux qui s'adonnent à ces pratiques, et notamment même à ceux qui les financent. Tous ces sponsors, comme on le dit, les criminels et les réseaux qui l'accompagnent sont tous des criminels. Et nous avons fini les phases de sensibilisation, c'est la phase de répression. Après l'incinération, le gouverneur a effectué une visite de terrain pour constater de visu les dégâts causés par ces engins mécaniques. Le constat est désolant, voire très désolant. Les sols sont dégradés et les fleuves sont remplis de boue, ce qui devra permettre désormais aux autorités de la région de Bougouni de prêter une attention toute particulière à cette pratique malsaine. La Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, c'est dans 72 heures. La ville vibre déjà aux couleurs de ce grand événement. Des animations passant par des visites touristiques, la ville s'est carrément métamorphosée pour devenir la capitale de la culture. Et déjà des délégations affluent vers la cité des 333 saints. Voyons l'ambiance dans la ville avec Najim Babasissé et Mahmoudou Askofari. La ville de Tombouctou bat déjà au rythme de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Les impacts de l'organisation sont visibles. La fourniture de l'électricité connaît une nette amélioration. Les artères sont lumineuses jusqu'au matin. La place de l'Indépendance est parée aux couleurs de la circonstance. Pendant ce temps, des concerts géants tiennent en haleine les mélomanes tous les soirs dans cette place publique. L'objectif principal, c'est vraiment animer la ville jusqu'à la veille de la Biennale et démystifier un peu cette situation sécuritaire que beaucoup déplorent, montrer que tout se passe très bien à Tombouctou et que nous pouvons nous amuser à n'importe quelle heure, à tout moment, sans aucune autre difficulté. Ces soirées sont animées par des artistes de renom tels que Amiwasi Dje, Koua Traoré, LLK, Michael Jackson de Djoila, j'en passe. Tombouctou est une ville d'obstinalité, cela est une réalité. Nous les ressortissants sommes ici pour montrer que nous sommes honorés par l'organisation de ces événements. La jeunesse répond en nombre à ce rendez-vous culturel
qui redonne vie à la mystérieuse Tombouctou. Ça va super bien, on se divertit, ça fait longtemps ici à Tombouctou, avec le couvre-feu, ça fait longtemps on ne se divertit pas. Maintenant ça va vraiment, on est dans l'ambiance, tout. Pour offrir de telles soirées à la ville de Tombouctou, qui connaît Tombouctou sait que Tombouctou a traversé des moments très difficiles. Et ce soir, moi je témoigne vraiment la grandeur de ce concert. Et je pense que c'est venu à point nommé. Les autorités régionales s'engagent à faire de la culture un vecteur de cohésion et de brassage interculturel. Un cadre qui a été initié par le gouvernement de la région pour pouvoir soulager les populations à ce qu'elles puissent sortir, se défouler un peu en prélude à la biennale. À quelques pas, c'est le monument de la flamme de la paix arborant un autre décor aux couleurs de la culture. Ici, en dehors des autochtones, on note la présence de quelques touristes venus se détendre au rythme de la musique traditionnelle. Tombouctou est aujourd'hui une destination sûre. Cela se traduit de jour comme de nuit par la visite des touristes de différentes nationalités dans les sites touristiques. J'ai lu beaucoup de livres sans imaginer à quoi ressemble Tombouctou. Mais aujourd'hui, je suis surpris par ma découverte. Tombouctou est magnifique. La ville est remplie d'activités. C'est merveilleux, nos journées comme nos soirées ont été remplies en si peu de temps. Ces sites qu'on a visités sont impressionnants et expressifs. Aujourd'hui, on se réjouit de voir que Tombouctou revient comme une destination touristique, revient à se replacer comme cette ville culturelle connue mondialement, cette ville légendaire en plus. C'est un grand rêve pour nous de circuler dans nos sites touristiques. Malgré tout ce qui s'est passé, on s'est retrouvés dans notre corps. Vraiment, cela me fait vraiment un grand joie en tant que guide touristique et pour la ville. On a l'impression, tous les vieillards, les gens qui ont connu le bon moment du tourisme, quand ils nous voient, c'est comme un rêve, il ne fait qu'applaudisser, crier. Tombouctou, ville aux 333 saints, capitale de la culture, est prête à abriter la plus grande messe culturelle du Mali. Oui, donc à mettre dans vos programmes. Le projet Fitness Yele véhicule des messages de sensibilisation dans la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est à la faveur d'une caravane de sensibilisation qui s'est déroulée dans la région de Kita. Elle est une initiative du consortium ASIC Diablo et les communautés bénéficiaires. On en sait davantage avec Mamadi Aliou Bari et Yunkou Kamara. Sensibiliser les groupes cibles directs et indirects du projet et des porteurs d'obligations questionnent les autorités administratives politiques, les légitimités traditionnelles sur les violences faites à l'égard des femmes et des filles et sur la promotion des droits sexuels et reproductifs. Tel est l'objectif de cette caravane de proximité, de communication et de sensibilisation sur la promotion des droits des femmes, des droits sexuels et reproductifs et également la dénonciation des violences basées sur le genre. Tous ces beaux mondes derrière le projet Fitness Yele est un motif de satisfaction. Réussir à atteindre l'objectif de l'avenir radieux des filles et des femmes est un combat de tout le monde. Le mariage précoce est à bannir dans notre société. Il est impératif d'œuvrer vers l'abandon de cette pratique. Les caravaniers ont fait le tour de la ville de Kita à partir du siège de la CAFO pour terminer au gouvernorat, avec escale devant la famille de Griots, au vestibule de Kita, à la mairie de la commune de Kita, puis à Boudofo. Face aux autorités, les caravaniers ont remis une déclaration aux représentants du gouverneur. Nous avons recensé au moins 156 cas de violences faites aux femmes en lien avec leur éducation. Les filles qui sont dans nos écoles cibles du projet, généralement sont violentées et subissent des cas de mariage précoce et qui violent leurs droits en santé à l'éducation. Dans le cadre de cette caravane, nous avons dénoncé ces genres de pratiques et remettre aux autorités communales et au gouverneur également de la région de Kita des lettres de dénonciation afin qu'ils nous accompagnent dans cette lutte pour éradiquer ces fléaux. Les vieilles pratiques, on l'a vu dire, a-t-on l'habitude de le dire, mais l'État est en train d'œuvrer inlassablement pour que ces pratiques cessent. Nous vous encourageons dans cette activité. Et votre déclaration, nous allons la transmettre à qui des droits. Cette caravane est une initiative du consortium ASIC Diablo financée par la délégation de l'Union européenne au Mali avec une contribution du consortium ASIC Diablo dans les 6 cercles de la région de Kita. Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles.
Et dans la chronique santé, nous abordons une maladie qui fait beaucoup de dégâts. Il s'agit du lithiase urinaire ou calcul urinaire. Il s'agit d'une pathologie qui touche toutes les tranches d'âge. Elle se manifeste par des douleurs lombaires, rénales et au niveau du pubis et empêche très souvent l'écoulement normal de l'urine. La consommation excessive des protéines, des produits laitiers et ne pas boire suffisamment d'eau sont des facteurs de risque du calcul urinaire. Actuellement, pour traiter cette maladie, les urologues utilisent le laser à travers des voies naturelles pour l'évacuer. Pour plus de détails sur le calcul urinaire, suivons ce numéro de Focus Santé avec Kumba Sissé et Yaya Kounay. J'ai fait 2 ans avec des douleurs au niveau de mon côté. J'ai fait des traitements, mais en vain. Finalement, j'ai été à l'hôpital et on m'a fait des examens médicaux et les docteurs m'ont dit que je souffre de calcul rénal. Comme Aminata Koulibaly, nombreux sont les patients qui souffrent de lithiase urinaire ou calcul urinaire. Après 2 années de souffrance, le diagnostic de Aminata a été finalement posé. Elle a subi une opération au CHU Professeur Bokar Sidi Saldekati qui a été une réussite selon elle. J'ai été opérée il y a 4 mois de cela. Je me porte bien. La lithiase urinaire, c'est une congression pieuse qui est localisée au niveau de l'arbre urinaire. Donc, tout calcul, lithiase au calcul, c'est la même chose, localisé au niveau du rein, de l'urétère, de la vessie et de l'urètre sont appelés calculs urinaires. Le rein, l'urétère ou encore la vessie, si les calculs se forment à un de ces organes, leur signe commun est la douleur. Quand les calculs se localise au niveau du rein, ça se manifeste par une douleur localisée au niveau de la fosse lombaire gauche ou au niveau de la fosse lombaire droite. Donc ça peut concerner un seul rein ou les 2 reins en même temps. Un calcul localisé au niveau de l'urétère se manifeste par une douleur très très intense qui irradie vers le pubis, vers les organes génitaux externes. Et c'est une douleur qui n'a pas de position antalgique. Quand le calcul est au niveau de la vessie, ça peut se manifester par un problème urinaire, une difficulté à uriner ou une augmentation de la fréquence des urines. Mais les calculs, quand il reste bloqué au niveau de l'urètre, ça peut se manifester par une rétention, une impossibilité d'uriner. La formation du calcul urinaire est généralement liée à notre alimentation et surtout à la déshydratation. Nous avons ce qu'on appelle la consommation excessive des protéines animales, mais également une consommation excessive des produits laitiers. Il y a aussi l'apport hydrique. Raison pour laquelle nous conseillons de boire beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre, voire 2 à 3 litres par 24 heures. Et nous avons également d'autres facteurs de risque, c'est les anomalies malformatives. Après des examens radiographiques pour connaître la localisation, la taille et la densité du calcul, certains cas ne s'opèrent pas. Par contre, d'autres demandent une intervention chirurgicale. Nous avons ce qu'on appelle la chirurgie endoscopique et la chirurgie ouverte. Mais en dehors de ces 2 cas, il y a d'autres types de traitements que nous appelons la lithotripsie extracorporelle. C'est un traitement qui utilise des ondes de choc pour fragmenter les calculs et éliminer par voie naturelle. Mais l'endoscopie, mieux l'endoscopie, qui permet de casser les calculs sans ouverture cutanée. Nous utilisons surtout les lasers qui permet d'introduire un matériel endoscopique à partir du méa jusqu'au niveau du rein
pour aller fragmenter les calculs sans incision cutanée. Les complications du calcul urinaire sont les insuffisances urинales, infections urinaires ou l'incapacité d'évacuer les urines. Pour nous mettre à l'abri de cette pathologie qui n'épargne personne, on doit suffisamment boire de l'eau et faire attention à notre alimentation. Voilà, Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé et Yaya Kone. Le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'octobre 2025 en cours, une séance plénière se tiendra le mardi 16 décembre 2025 et jour suivant. Le projet d'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Adoption de procès-verbaux. 2. Délibération sur les projets de loi. 3. Examen du rapport 2024 de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH sur la situation des droits de l'homme au Mali. 4. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djilibaba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Dans notre série de présentation des poules, nous nous intéressons aujourd'hui au groupe D, constitué du Sénégal, de la RDC, du Bénin et le Botswana. Ce groupe sera certainement une des principales attractions, du premier tour du tournoi. La configuration du groupe laisse transparaître 2 cas de figure, à savoir des favoris sous pression et des outsiders en danger. Découvrons ensemble les forces et les faiblesses de chaque équipe avec Fotigi Tungara. Avec une somptueuse affiche Sénégal-RDC aux allures d'une finale avant l'heure, le groupe D de la CAN Maroc 2025 sera l'un des plus intéressants du premier tour de la compétition. Composé du Sénégal, de la RDC, du Bénin et du Botswana, ce groupe est considéré comme l'un des plus relevés du tournoi. Si les Lions de la Teranga et les Léopards de la RDC font d'office figure des favoris sur le papier, les Guépards du Bénin et les Zèbres du Botswana se présentent sûrement en ambassadeurs, mais pas forcément en simple figurant. Présumé fort du groupe, le Sénégal et la RDC vont devoir se méfier des supposés faibles de la poule, le Bénin et le Botswana, qui dans ces rapports de force n'hésiteront pas à assumer pleinement leur statut de petit poussé pour exister. Le décalage des niveaux entre favoris redoutables et outsiders valeureux fait de cette poule un groupe à la fois abordable et compliqué, où chaque adversaire est soit un piège ou un obstacle. Champion d'Afrique en 2021, année de son couronnement et d'aboutissement d'un parcours pour lui après 2 finales perdues en 2002 et 2019, le Sénégal est sans doute l'équipe à abattre dans ce groupe D. Sur le papier, son effectif est actuellement l'un des plus complets du continent. La RDC aura à coup sûr son mot à dire, à défaut de prétendre à les dominer. Une prétention normale ou du moins une ambition légitime déjà conditionnée par les effets de l'affront subi face au Sénégal dans un scénario improbable en septembre dernier lors des éliminatoires du Mondial 2026. Après les exploits réalisés lors des barrages africains pour le Mondial où ils ont tour à tour fait la peau à des grosses pointures comme le Cameroun et le Nigeria, les Léopards de la RDC reviennent au Maroc en pleine confiance. Sans doute aujourd'hui l'une des forces nouvelles du football africain, la RDC constitue clairement un danger pour tous ses adversaires dans ce groupe. Auteur d'un brillant parcours dans le groupe C des récentes qualifications au prochain mondial où ils ont bien titillé des géants comme l'Afrique du Sud et le Nigeria, sans oublier le nul contre le Sénégal lors des éliminatoires de la CAN 2023. Les Guépards du Bénin restent une équipe à prendre au sérieux. Quart de finalistes en 2019, le Bénin arrive à la CAN pour la 5e fois après 2004, 2008, 2010 et 2019. En pleine émergence ces derniers temps, les Guépards disposent d'un effectif rodé capable de créer la surprise pour s'extirper du groupe. Le Botswana qui retourne à la CAN après 2012 où il a connu un parcours chaotique de 3 défaites en 3 matchs. Mais ce retour en scène traduit une progression réelle des Zèbres qui n'arrivent visiblement pas cette année en victime expiatoire. Avec un groupe majoritairement composé de joueurs locaux, le Botswana fait partie des surprises dans les éliminatoires de la CAN 2025. Le Botswana n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Loin d'être une panacée en football, le courage d'un outsider sans complexe peut paraître comme un bel antidote contre l'orgueil d'un favori. C'est pourquoi on dit souvent que la confiance n'empêche pas la méfiance. Qu'on soit favori ou outsider, le maître mot s'appelle la prudence.
Et la page nécrologique de cette édition, Le Monde de la Justice, est en deuil avec la perte de David Sagara, magistrat de classe exceptionnelle et ancien conseiller de la Cour suprême. Ces obsèques ont eu lieu ce matin à l'église de Mayambougou. Après ce dernier hommage, il a été accompagné dans sa derrière demeure au cimetière de Bamako-Croix. Fademba Keïta a assisté à la cérémonie. Suivons ensemble. Une foule aussi imposante lors d'une circonstance triste relève du rang social, professionnel et de la foi qu'animait le défunt auquel on rend hommage. L'imploration du Seigneur à l'unisson, ponctuée de témoignages, d'intentions de prière, confie à Dieu l'âme de David Sagara. Né vers 1957 à Banyagara, fils de Pierre Sagara, originaire de la plaine du Sénou, et un des premiers catéchistes du pays d'Ogom, David a eu un parcours estudiantin et professionnel impressionnant. L'équité, la probité, l'impartialité dans l'exercice de ses missions font de ce chrétien un administrateur et conseiller à la grande section de la Cour suprême, un cadre exemplaire, un modèle d'homme épris de notions d'État. Par changement de corps, il est recruté dans le corps des magistrats de l'ordre administratif en 1995. Juge au tribunal à Kaï, puis à Bamako. Nommé conseiller à la Cour suprême, à la section administrative et devient magistrat de grade exceptionnel depuis janvier 2007. David n'était pas seulement un magistrat de mérite et un ancien conseiller et président de la section administrative de la Cour suprême. Il était avant tout un homme de conviction, un homme profondément attaché à la justice, à l'équité et au service de notre nation. Les parents, notamment son épouse Léontine, ses 8 enfants et proches collaborateurs, se disent désemparés. Aujourd'hui, c'est un baobab qui est tombé, laissant derrière lui une famille éprouvée et de nombreux proches inconsolables. Sous quel autre baobab irons-nous nous reposer? Il a toujours eu un souci de nous garder unis autour de lui. Malgré les multiples déplacements que la fonction a exigés de lui, il était disponible et présent pour nous, malgré sa discrétion. Il était d'une humilité sans pareille. Les rites, asperger le corps avec la même eau qui a officialisé son adhésion à la communauté chrétienne et l'encens purificateur font partie des funérailles catholiques. Donc une cérémonie centrée sur la prière, l'espérance et la foi en la résurrection. Monsieur David Sagara va désormais occuper la place que Jésus est allé lui préparer au ciel. Nous le confessons dans les prières que nous disons autour de nos défunts. Pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Ainsi, la mort n'est pas un point final, elle est juste un passage. C'est au cimetière de Bamako-Croix qu'il a été inhumé après la bénédiction du cercueil par le prêtre. Cette dernière étape intervient après les 2 premières, l'accueil ou veillée qui se fait au domicile du défunt et la célébration à l'église. Voilà, que de la paix pour son âme. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.